Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je suis trop contente de vous présenter l'oracle des petites goules que je viens de réceptionner. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez que mon oracle préféré, enfin mon tarot préféré aussi, c'était celui du marcheur de papier pour lequel j'avais eu un vrai coup de cœur. J'avais même créé un marcheur de papier physique qui est toujours sur mon petit bureau. Là, lorsque j'ai vu la présentation de Christelle Olivier, donc la créatrice de cet oracle, eh bien j'ai eu un vrai coup de cœur parce que j'aime les couleurs, j'aime les aquarelles, j'aime sa philosophie. Donc elle avait présenté donc cet oracle sur sa chaîne. Elle a été inspirée pour créer, alors je sais plus, je crois 180 cartes. Un peu plus de 180 cartes par écriture automatique, et donc elle a sorti le tome 1, le tome 2 est en préparation, et donc après il y aura le tome 3 pour qu'on ait la totalité de ses créations. Donc tout est fait main, tout est préparé avec soin. Il y a un livret très intéressant, donc on va le voir ensemble comme d'habitude, et il y a un petit rituel à faire pour ouvrir l'oracle, donc je l'ai déjà fait, j'ai brûlé la bague qui entourait les cartes, et voilà, dans mon petit chaudron. Donc il y a plein de choses qui sont fournies avec. Donc il y a déjà cette magnifique clé avec tous ces rouages. Voilà, il y a un pochon qui est fait main, et il y a un petit pochon de lavande avec l'indication que dans ce berlingot se cache une bulle de douceur, un talisman discret à garder près de soi. Après, il y avait une petite boîte avec un caramel dedans. Alors, je sais pas où je l'ai mis, je l'ai pas encore mangé. Et avec un petit lutin. Et je pense que, parce qu'il y a un jeu qui est prévu dans le livret, donc vous pouvez utiliser l'oracle comme oracle, vous pouvez aussi faire le jeu qui vous est proposé, et c'est un genre de jeu de loi. Alors attendez que je retrouve. Il est sur la fin, donc voilà. Et en fait, je pense que vous pouvez utiliser le petit personnage pour vous promener sur le plateau. Donc voilà pour ce qui est joint avec le jeu. Donc il y a ce fameux pochon dans lequel rentrent toutes les cartes. Vous avez donc dans le pochon une babouchka. Donc ça vous permet, alors elle vous explique, je trouve ça très intéressant si vous voulez aller voir sa présentation à elle, parce qu'elle vous donne toute sa création et voilà, elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait, et donc elle nous explique qu'elle pose le bois des babouchkas sur le haut de ses ruches, qu'elle les laisse sécher pendant un certain temps, et après son mari, avec le tour à bois, eh bien il fait des petites babouchkas. Elles sont toutes différentes, donc vous en avez une avec l'oracle et avec le pochon, et ça vous permet de réveiller les petites goules quand vous voulez les interroger. Donc vous frappez plusieurs fois, vous dites un petit mot pour les réveiller, et ensuite elles viennent vous donner les réponses à vos questions. Donc on a une babouchka qui est jointe au pochon, et on a les fameuses cartes sur lesquelles on reviendra. J'ai un certificat de naissance, donc j'ai le numéro 9, et moi mon nom goldique s'appelle Limbrune. Voilà. Ensuite, j'ai les cartes que je vais vous présenter. Il y a aussi une petite carte, et il y a ce qu'elle appelle le Bookmark Oracle. Donc, elle en a créé plusieurs. En fait, c'est des marque-pages que vous pouvez utiliser comme oracle. Et elle en a créé plusieurs, et à chaque fois qu'elle vous envoie un oracle, eh bien elle vous met un bookmark avec. Vous pouvez l'acheter à part, mais elle vous met un bookmark avec. Et donc le principe du bookmark oracle, c'est que vous pouvez associer
les cartes ensemble pour qu'elles racontent une histoire. Et si vous avez d'autres bookmarks Oracle, eh bien, il y a à chaque fois cette ligne, d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir associer toutes les cartes. Voilà pour la présentation de ce qui se trouve dans le livret. Ah, encore une chose, elle a au fur et à mesure des précommandes, elle a proposé, alors elle a fait deux choses. Elle a fait des cartes do it yourself et qu'elle a mis sur Instagram, et donc elles sont en vente. Alors moi je trouve que alors l'oracle a un certain coût. Après 6 € la carte, je trouve ça un peu après c'est de la création, mais bon, en tout cas elle a fait des cartes supplémentaires pour qu'on puisse rajouter à son oracle, donc ce que je trouve très sympa. Donc j'ai eu une de ces cartes supplémentaires en cadeau, et on avait la possibilité de se faire une carte à soi pour rajouter dans l'oracle. Alors j'étais super contente, je l'ai commandé en carte et je l'ai commandé en aquarelle, donc l'original de l'aquarelle que j'ai fait encadrer et qui est en cours d'encadrement, donc je peux pas encore vous la présenter, mais je vous mettrai sûrement la photographie soit dans la vidéo, soit dans la petite vignette de présentation. Donc je suis super contente d'avoir eu ma propre carte. Par contre, là où je suis un peu déçue, c'est que j'avais compris que on pouvait rajouter cette carte à notre oracle pour qu'elle en fasse partie. Et le problème, c'est que eh bien, la qualité des cartes n'est pas du tout la même. Donc on voit tout de suite quelle est la carte rajoutée et quelle est la carte d'origine. Les oracles sont pelliculés et sont brillants, alors que la carte elle est mate, elle est vraiment très très fine. Et vous voyez, là vous avez du doré et là vous avez un genre de doré. Enfin, je trouve ça dommage parce que je pensais vraiment avoir une carte qui irait dans l'oracle et que je pourrais utiliser comme telle. Et en plus, elles n'ont... ah si, elles ont la même taille. Donc, mais je trouve ça dommage parce que je pensais pouvoir la tirer en plus dans l'oracle et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas non plus de cette carte qui a été rajoutée. Alors celle-là, elle est un peu pelliculée, mais voilà. Donc on voit vraiment la différence entre les différentes cartes et je trouve ça dommage parce que le but était de les intégrer. En tout cas, je suis contente d'avoir eu ma propre carte. Alors, je vais vous la montrer. Donc, elle m'a demandé quel était mon animal totem, donc elle a représenté le cygne. J'ai un chien qui s'appelle Newton, un caniche, donc elle me l'a représenté là. Il se trouve que j'avais un autre chien avant qui s'appelait Booba, qui était un caniche noir. Elle ne le savait pas, mais elle m'a représenté un caniche noir et un caniche marron. Je lui ai dit que j'aimais bien la country et donc elle m'a représenté en cowgirl. Et donc vous savez que par mon métier, eh bien elle a représenté l'épitoge de l'avocat sur la robe. Et voilà, elle a mis de l'eau. En tout cas, j'ai été subjuguée par cette carte parce que c'est vraiment... et en plus, je lui avais dit qu'elle nous demande un peu nos principes de vie, enfin un certain nombre de choses. Et je trouve que cette carte est très équilibrée. Et moi, je lui ai indiqué que mon but, enfin que j'étais très attachée à cette histoire de justice, d'équilibre, etc. Donc je trouve que cette carte, elle me représente parfaitement. Alors bien évidemment, quand on la commande, eh bien on ne sait pas ce que ça va donner, mais j'adore, voilà. Et vous verrez que sur la carte, enfin sur le format A4, donc l'aquarelle originale, et bien les couleurs ressortent encore plus, donc c'est vraiment top. À part le fait que on peut pas vraiment l'intégrer dans l'oracle. Voilà pour cette présentation. Et maintenant, on va passer aux cartes avec la présentation telle que je la fais habituellement.
Donc, ce qu'elle nous explique aussi, c'est que donc le monde des petites goules s'ouvre. Alors, c'est un monde qui se situe dans le jardin, qu'il s'ouvre avec une clé, et que il y a plusieurs clés dans ce monde. Donc, la première clé, donc dans le tome 1 de son oracle, c'est la clé de Nimbrosia. La clé de Nimbrosia, c'est la clé du tout est possible. Et elle nous dit qu'avant que les chemins ne soient tracés dans le potager, avant même qu'il n'y ait des graines et des fleurs, eh bien, le père Piero Corbitus, qu'on va voir juste après, a créé cette clé. Alors, il a créé 3 grandes clés. Parmi celles-ci, il y avait la clé de Nimbrosia. Et cette clé, elle nous permet d'ouvrir tout ce qui est possible. Ensuite, on passe au personnage. Alors, attendez. Donc, je ne vous ai pas montré le dos. Magnifique dos. Je vais peut-être encore zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, on a le père Piero Corbitus. Donc, à chaque fois, il y a un langage des petites goules. Donc, le père, c'est le père. Il y a la mère, il y a la famille, il y a un certain nombre de choses. Et à la fin du livret, eh bien, elle vous indique quel est le langage de Go. Donc, le père Corbitus, c'est alors, à chaque fois, il y a un mot-clé, il y a une petite citation, il y a le lieu de vie du personnage et il y a ce qu'il représente de manière générale. Ensuite, vous avez toute une explication. Le message divinatoire, alors c'est pas divinatoire, c'est plutôt de la guidance, enfin c'est pas de la divination dans le sens prédiction, plutôt de la guidance, et il y a une question à chaque fois que vous pouvez vous poser. Donc je ne vais pas tout reprendre, je vais vous reprendre les personnages. Donc là, c'est le père Piero Corbitus, c'est les clés oubliées, et c'est le mot-clé de l'ouverture. Donc, il n'a jamais été comme les autres gnomes du potager, il n'a pas grandi dans une maison de brindilles ou sous un champignon bien ancré. Son foyer était un nid perché au sommet d'un vieux chêne, bercé par les vents et le chant ancestral d'un couple de corbeaux aimants venus d'Irlande. Donc le père Piero était le fils adoptif de ces 2 corbeaux, qui étaient des magiciens. Et durant des années entières, il a appris l'art des clés et des serrures invisibles, celles qui n'ont pas besoin de porte pour exister. Et il crée des clés à partir d'un mot murmuré au vent. Il avait la possibilité de dissoudre une serrure simplement en écoutant son histoire, forger une clé qui ouvre n'importe quelle porte, mais celle que personne ne voit. Ensuite, on a le père Oliviosley. Donc, c'est les 2 visages. Alors là, le mot-clé, c'est la ruse. Et dans le potager, nul ne conteste l'importance du père Oliviosley. Sa robe brune aux ourlets impeccables, son plastron d'écorce vernie et son petit monocle de cristal lui confèrent une allure de gnome d'affaires sérieux et appliqué. C'est normal, c'est le notaire du village, celui qui garantit l'équité des terres, qui s'assure que chaque gnome a une place bien définie pour cultiver et prospérer. Mais lorsque l'on lit un peu le parcours de ce gnome, eh bien on découvre que lorsqu'il déroule les parchemins officiels, qui scrute les lignes d'écriture qu'il a lui-même tracées plus tôt dans la journée, puis d'un geste sûr qu'il a ajusté, une ligne modifiée ici, une signature discrètement déplacée là, un lopin de terre qui glisse vers ses propres comptes, un champ de fraises qui curieusement devient sien. Donc c'est la raison pour laquelle le mot-clé c'est la ruse. Ensuite, on a le père Forfour. Alors là, c'est pattes de velours et le mot-clé, c'est l'accueil. Alors c'est un gnome dont la principale mission dans le monde des petites goules est d'accueillir les visiteurs. Il vit dans un endroit stratégique, non loin du carrefour des chemins qui mènent au cœur du village,
là où les routes se croisent avant d'entrer dans le sanctuaire des gnomes. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai oublié de vous préciser que dans le livret, parce que je ne vous ai pas fait une présentation du livret, donc il y a de beaux tirages, on en fera un sur la fin, et il y a le potager, donc le plan du potager, donc on peut voir où habitent les petites goules. Ensuite, donc à chaque fois vous avez une histoire des histoires drôles, des histoires, enfin c'est vraiment féerique et le livret est vraiment bien fait. Donc moi je vous présente les cartes comme d'habitude, un peu en détail, mais je ne vais pas vous lire tout le livret parce que sinon j'y passerai des heures et des heures. Bien que je l'ai déjà lu en ce qui me concerne. Donc là on a le père Hotjuice, c'est l'enchanté. Donc le mot-clé, c'est le bien-être. C'est un gnome qui a fait de la détente un art de vivre. Il est réputé pour ses préparations, ses masques à l'argile qui rendent la peau douce, pour ses shampoings aux fleurs qui font briller les cheveux. Mais ce qui fait de lui une personnalité incontournable, ce sont des bains enchantés. Alors enchanté avec enchant plus T comme le T, T-H-E accent aigu. Il façonne des boules de bain, des potions de bien-être partagées dans tout le village. Les orteils en éventail, Père Hotjuice teste ses boules dans les eaux tièdes des bassins du potager. Et après, on vous explique ce qu'il met dans ses boules de bain. Donc, il en a plusieurs. Il a des boules pour retrouver le sommeil, des boules pour chasser la colère, des boules pour susciter l'envie de rire, etc., etc. Ensuite, on a le Père Veurtarus. Donc là, c'est le troisième œil, c'est la clairvoyance. Veurtarus est un gnome à part dans le potager. Là où les autres voient simplement des légumes, des herbes ou des cailloux, lui, il lit des destins entiers. Son don de voyance est absolu. Tout ce qu'il touche lui révèle un fragment du futur. Une graine entre ses doigts lui murmure la promesse d'une récolte. Une carotte encore enfouie dans la terre lui raconte les chemins cachés de celui qui viendra l'accueillir. Les gnomes du potager viennent souvent le consulter, certains avec curiosité, d'autres avec crainte, parce qu'il ne se trompe jamais et entendre son présage, c'est déjà faire face à son destin. Ensuite, vous avez le Père Bénédicte, avec l'équilibre, le juste équilibre. C'est un gnome à l'allure d'un moine, humble et serein. Il arpente le potager avec son bâton posé sur l'épaule, équilibrant deux coupelles, l'une remplie de riz, symbole de la subsistance et du partage, l'autre de blé, représentant l'abondance. Mais cette dernière fuit, laissant échapper une traînée dorée sur son passage. Certains gnomes disent que c'est une malédiction, d'autres pensent que c'est un test de patience et de sagesse. Mais Père Bénédicte ne se plaint jamais, il continue son chemin, acceptant que tout ne puisse être conservé, que l'abondance n'existe que dans le mouvement et le don. Ensuite, on a les Ti. Alors les Ti, c'est la famille. Donc là, on a la Ti Chayotte Sultis, c'est les châteloutes. Et donc c'est une famille. Nichée dans un coin chaleureux entre les plants de tomates et les rangées d'herbes aromatiques, la cabane de jardin abrite une famille de gnomes aussi unis que rêveuses, les Chayotte Sultis. Ils sont 4. Donc ça, ce sont les parents. Et là, il y a la petite Gnomium, toujours en train de bâtir des aventures à l'échelle de son imagination débordante. Et la cabane modeste est faite de bois patiné par le temps et c'est leur royaume. Et leur but dans la vie, eh bien, c'est de rassembler des matériaux et d'imaginer à chaque fois de nouvelles extensions pour bâtir quelque chose de plus grand. Ensuite, on a le Père Chronos, que j'adore. C'est le temps défini, le temps compté. Au cœur du potager, là où chaque graine germe sous l'œil bienveillant de la nature, vit Père Chronos, un petit être à la barbe bleue frisée et au chapeau en forme de sablier, qui ne laisse jamais rien au hasard. Contrairement à ses compagnons qui vivaient au rythme des saisons et du vent, Chronos garde toujours son sablier bien en vue, non pour compter ce qui fuit, mais pour se souvenir que chaque chose a son heure. Tout a son instant et son moment, ni trop tôt, ni trop tard, répète-t-il avec sérieux. Il sait exactement combien de temps il faut à une tomate pour rougir, une goutte de rosée pour s'évaporer ou encore au miel pour atteindre la douceur parfaite dans la ruche. Son talent est précieux dans le potager.
Ensuite, on a une autre famille, la Ticontris Mandis. Donc là, c'est la pérennité, l'engagement. C'est l'incarnation du lien indéfectible et du choix conscient de s'unir pour la vie. Pour eux, un engagement est une gravure dans la pierre, solide, réfléchie et durable. Leur couple est un symbole de stabilité et de confiance pour tout le potager. Lui est maire du village, il veille à l'harmonie entre les gnomes, toujours soucieux que chaque décision prise soit juste et équilibrée, et elle exprime l'amour et l'engagement à travers l'art des fleurs. Chaque bouquet qu'elle compose pour une union est unique et chargé de sens, c'est le matin, c'est pour ça. Chaque pétale symbolisant une promesse, chaque tige un lien qui se tisse. Ensuite, on a le père Padoue, qui est le croisement. Et bien en fait, moi je l'aurais appelé le père Parou. Par où je passe? À gauche ou à droite? Mais bon, c'est le père Padoue, mais je trouvais ça drôle. Donc c'est les carrefours. Là où certains courent, bâtissent, récoltent ou rêvent, lui a choisi de s'ancrer. Il est ancré au sens propre. Il est figé à la croisée des chemins, sous le vieux cognacier. Il est devenu l'âme immobile de ce lieu. On raconte que dans sa jeunesse, le père Padoue était un gnome curieux, incapable de choisir une voie tant toute l'intriguait. Chaque sentier semblait plus prometteur que le précédent, et un jour épuisé de tant d'hésitation, il a levé les yeux vers le ciel et dit « Si je ne peux choisir, alors que je sois celui qui montre ». C'est ce jour-là qu'il planta ses pieds sous le vieux cognacier et qu'il ne bougea plus jamais. C'est pour ça que père Padoue devint le guide silencieux du potager. Sur son dos, ses bras, ses oreilles même poussèrent des panneaux de bois sculptés. Chacun indique une direction, un chemin, une possibilité. La source, le jardin secret, le creux cachou, le refuge des songes, la rivière des mémoires et d'autres dont le nom changeait selon qui regardait. À ses pieds, les fraises et les framboises s'épanouissent. Il aime regarder rougir le soleil. Ensuite, on repasse à une famille, Lati Saparius Lati. Donc là, on est dans le désaccord. On voit que c'est brisé entre les deux et qu'ils ne sont pas contents, qui font tous les deux la tête. Donc, les tisseurs d'ombre et d'incompréhension. Les Saparius Lati forment un couple lié par des fils invisibles, entrelacés d'amour et de malentendus. Ils ont tant de choses en commun et pourtant ils peinent à s'entendre. L'un parle peu, pensant que tout est dans le non-dit. L'autre parle trop, pensant que tout s'arrange avec des mots. Mais voilà, leurs mots ne tombent jamais au bon moment. À force d'être toujours sur des rives opposées, ils se noient dans les eaux troubles de l'incompréhension. Et ce que je trouve également intéressant dans cet oracle, c'est que les personnages sont super mignons, super colorés. Par contre, on a aussi des cartes négatives. On n'a pas un doudou deck, enfin si, c'est quand même un petit doudou deck, mais on n'a pas un jeu où tout est merveilleux, tout est fantastique. Vous avez quand même des cartes comme le désaccord, des cartes comme, je les verrai tout à l'heure, comme l'amertume, vous verrez. Voilà, c'est pas, c'est des cartes, vous pouvez tirer une carte tous les jours et il vous dit pas que votre journée sera rose, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon. Ensuite, on passe aux enfants. Donc là, on a Tiléon et Tyria. Donc c'est la carte le berceau du semoir, la carte de la naissance. Des naissances au monde de Go, deux magnifiques bébés, Tiléon et Tyria, sont enfin là. Par une douce nuit, un grand chou vert frémit doucement au milieu du carré des brassicacées. De ses feuilles épaisses et fraîches jaillit un petit être, rond comme une perle de rosée aux yeux brillants d'étonnement. C'est Tyria, le petit garçon du potager, né dans le cocon protecteur du chou, symbole de force, de patience et de solidité. Non loin de là, dans la roseraie parfumée, une rose ancienne s'épanouit plus largement que jamais, sous ses pétales ourlés d'or. Une petite main suivie d'un éclat de rire, c'est Tiléon, la petite fille, née dans la rose, messagère de tendresse, de beauté et de délicatesse. Ensuite, on a le père Cyclomantus. Donc lui, il représente les cycles des saisons et la roue de l'année. Cyclomantus est un gnome au tempérament changeant, aussi imprévisible que le ciel au-dessus du potager. Lorsque le vent souffle fort, il s'agite
et parle en rafale sous la pluie. Il devient mélancolique, ses paroles s'égouttant lentement comme les gouttes sur les feuilles. Au premier rayon de soleil, il rit et danse, et lorsque l'orage gronde, il se retire, méditatif. Il est le messager de la roue de l'année, portant en lui les signes du renouveau, de la maturité, du déclin aussi, et du repos. Ses prédictions ne sont jamais figées, car il sait que tout change et revient comme les saisons elles-mêmes. Ensuite, on a la mère Hop Hop, qui est dans son sac en jute et qui représente la course en sac et qui représente l'effort. Alors, si certains ont déjà fait des courses en sac, c'est vrai qu'on tombe tout le temps. On n'arrive jamais à avancer et on est crevé au bout de 10 mètres. Donc, elle a une passion plutôt étrange, la course en sac. Pas pour gagner, pas pour la gloire, mais parce que chaque bond lui apprend quelque chose. Un saut, une leçon, murmure-t-elle souvent en suant à grosses gouttes. Bien sûr, elle n'est pas rapide, et bien souvent, elle tombe. Il n'est pas rare de la voir rouler dans les betteraves ou la tête dans le carré de fraises. Mais elle se lève toujours, essuie la terre et recommence. Puis elle tombe, et elle s'entraîne. Elle ne cherche pas à aller plus vite, mais à aller plus loin que la veille, un saut de plus, un souffle de plus. Le père Elius, donc là c'est le père de l'inconfort, parce que vous voyez, il a des petits fantômes à l'intérieur de lui. Donc c'est l'ermite de l'inconfort. Contrairement aux autres gnomes, il ne vit pas pleinement parmi eux. Il est en permanence entouré de fantômes du passé, des âmes errantes qu'il guide et écoute, mais qui le maintiennent dans un monde invisible dont il ne peut jamais totalement s'extraire. Cette présence constante des esprits lui pèse, il n'a jamais connu le silence, jamais ressenti la solitude véritable et pourtant, il est le plus isolé de tous. Il habite en marge du potager dans une clairière brumeuse où les autres gnomes hésitent à s'aventurer. Il n'a pas choisi son rôle, il est né avec, il est relié aux esprits, il voit les échos du passé se superposer au présent. C'est un ermite malgré lui. Ensuite, vous avez donc la famille Ti-Vinch. Donc eux, c'est les excès parce que vous voyez, ils sont complètement ivres. Ils boivent toute la journée et donc ça représente bien les excès. Donc ivres de vie et de fermentation, il est impossible de ne pas entendre les éclats de rire tonitruants des frères Vinch. Avec leurs joues toujours rouges et leur nez en forme de grappe de raisin, ce sont les joyeux exagérateurs du potager. Pour eux, chaque événement au village est une célébration et les emporte dans un tourbillon d'émotions. Une récolte abondante, ils sont transportés. Un papillon qui passe, ils en ont les larmes aux yeux. Une dispute entre les gnomes, ils pleurent et rient en même temps. Tout est toujours trop avec eux et tout événement mérite que l'on y trinque. Ensuite, on a le père Groom. Donc lui, c'est les ailes inutilisées et c'est la solution. Si vous cherchez le père Groom, vous le trouverez sûrement au pied du vieux mirabellier tordu, patientant, guettant le moment propice pour s'envoler. Donc s'il est au pied d'un mirabellier, eh bien il est fort possible, alors il y a des mirabelles dans toute la France, mais les mirabelles de Lorraine, elles ont des joues roses. Et donc moi j'associe toujours les mirabelles à ma région, et donc je pense qu'il est dans un potager de ma région. Enfin celui-là est dans un potager de ma région. Donc il est toujours en quête de solution, il ne cherche pas des réponses toutes faites, il veut la solution. Il cherche la porte parfaite, celle qui l'amènerait enfin à son but, celle qui ne laissera pas de place à l'erreur. Chaque matin, il se réveille avec une question dans le ventre. Il scrute l'horizon en murmurant « Un jour je partirai quand tout sera prêt ». Mais vous savez bien que si on se dit qu'un jour on le fera quand toutes les conditions seront réunies, eh bien très souvent on ne le fait pas. Donc lui, il tourne et retourne ses pensées, il précise tellement les choses, il regarde toujours trop loin et à force d'attendre la certitude, la réponse parfaite, eh bien il s'est ancré, enraciné là, parce que vous voyez qu'il a des pieds en forme de racine, au croisement de tous les possibles. La solution est proche, il patiente, il scrute, il observe, mais il n'ose jamais. Donc il y a plein de détails sur les cartes et dans le livret, eh bien, elle reprend les explications de manière bien plus détaillée. Ensuite, on passe au père Marque-Page. Donc le père Marque-Page, c'est un gnome discret.
Et son mot-clé, c'est l'indécision. Il est timide, réservé, presque invisible dans l'agitation du potager. Il a le pas léger, comme s'il hésitait à laisser une trace. Il parle à voix basse, de peur que ses mots ne soient trop lourds de conséquences. Prendre une décision est pour lui un labyrinthe dont il ne trouve jamais la sortie. On le retrouve souvent flânant devant la baie au papier, le regard perdu dans les reflets changeants de l'eau. Entre ses doigts, il plie méthodiquement de petits morceaux de papier sur lesquels il inscrit toutes les options qui l'assaillent. Prendre à droite ou à gauche, rester ou partir. Chaque choix devient une grenouille de papier, un bateau miniature, donc on a tous ces choix là, qui sont là et qui n'ont jamais été pris. Il les laisse voguer sur l'eau dans l'espoir qu'une sirène prenne une décision à sa place. Il murmure alors « Toi qui sais où mène le courant, choisis pour moi ». Certains matins, il retrouve ses origamis échoués sur la berge, détrempés et muets. D'autres fois, ils disparaissent sans laisser de traces et il prend cela comme un signe du destin. Si la mer les garde, c'est que la réponse est là, quelque part, mais hors de portée. Alors celui-là, je l'aime bien. Monsieur tout vert. Le père Marmous Burke. L'amertume, la soupe à la grimace. Il grogne, il ronchonne et il adore ça. Ou plutôt, il ne sait pas faire autrement. Il vit dans une boîte à outils abandonnée sous l'établi de Mamouchka, entouré de boulons grinçants et de ressorts fatigués. Il collectionne depuis toujours les clous rouillés, les chaussettes trouées, les mauvaises nouvelles, parce qu'au moins, ça on peut s'y fier. Tout le monde l'évite un peu, sauf ceux qui savent écouter ses grognements. Mamouchka, elle, s'amuse de cette drôle de mélodie. Elle l'appelle affectueusement soupe à la grimace, car avec son petit corps rond, rayé de vert comme une vieille marmite, il ressemble à une soupe qui mijote, toujours prête à déborder. Le père Contrevent, c'est le veilleur de bourrasque. Et le mot clé, c'est l'épuisement. C'est un gnome qui incarne la résistance face aux éléments. Il ne disait jamais non et ne s'arrêtait jamais. Il avait toujours quelque chose à faire, à construire, à réparer. Il disait « je peux encore, je suis solide, je me reposerai quand tout sera en ordre ». Mais dans le potager, rien n'est jamais vraiment en ordre. Les herbes poussent de travers, les escargots font des gribouillis dans la boue et le vent change les plans quand il veut. Il y a tant à faire, ne cessait-il de dire. On le voyait souvent courir à droite et à gauche, apportant un panier rempli de fleurs pour Père Hotjoyce ou de graines à semer. Le Père Hotjoyce qui fait ses boules pour le bain. Même la nuit, il rêvait encore à des soucis et des autres ou toute autre chose qui lui restait à faire. Il se rendait bien compte que ses liens et ses attaches étaient devenus des chaînes trop serrées. C'est la raison pour laquelle on a le mot-clé de l'épuisement. Ensuite, on a le père Porte-Flore. C'est le suspendu entre deux mondes, c'est la libération. Il est entre l'attente et la métamorphose. Donc on voit qu'il a une cage avec des oiseaux qui sortent, mais lui ne bouge pas. Il est accroché comme une chrysalide. Il a un corps de chrysalide, il est accroché. Il n'est plus le gnome d'avant, mais pas encore celui qu'il va devenir. Il entre l'avant que l'on connaît et l'après que l'on n'ose pas imaginer. Accroché à la plus belle branche du figuier, il vit là depuis plusieurs lunes. Il s'est enveloppé dans une chrysalide faite de doutes filés, de rêves inavoués et d'un espoir timide. Les autres gnomes n'osent pas le déranger, car ils sentent que quelque chose se prépare, qu'un changement l'attend. Père Porte-Flore sent bien lui aussi, qu'au plus profond de lui, quelque chose de grandiose se prépare. Il vit une danse de transformation, il en est l'incarnation, il observe, il patiente, il sent la vie vibrer sous son cocon. Ensuite, on a le père Polo Algou. Donc là, c'est la carapace et la victime. La victime parce qu'il a une cible au milieu du ventre. Donc c'est un gnome qui semble être en constante lutte contre les injustices de la vie. Qu'elles soient réelles ou perçues, il a cette propension à se sentir victime, qu'il s'agisse d'un incident anodin, comme un bouton sur son nez, une pomme tombée d'un arbre ou d'un véritable souci causé par un autre gnome du potager. Il a adopté une tenue un peu particulière, une sorte de cible à fléchette, comme une armure. Pas une armure brillante de chevalier, non, la sienne est faite de morceaux de silence, de soupirs avalés,
de tous ces mots qu'on n'a jamais su lui dire avec tendresse. Chaque jour, il enfile son armure fait de plaques, une au ventre pour les coups durs, une sur le dos pour les trahisons, une au cœur bien épaisse pour ne plus sentir les moqueries. Les autres gnomes disent qu'il est froid, qu'on n'arrive pas à l'approcher, mais ils ne voient pas que l'armure est lourde, trop lourde. Alors, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que dans le livret, à chaque fois, vous avez la présentation du personnage, mais vous avez aussi à la fin de magnifiques aquarelles. Sur chaque personnage, elle a refait des aquarelles en plus. Enfin, c'est vraiment une pépite. Je suis fan. Mais vous aviez compris. Ensuite, on continue avec une mère, la mère Liam Masta. Donc elle, c'est la gestation, elle se tient le ventre. C'est la mère au cœur d'arbre. Au cœur du potager, vit dans le creux d'un arbre ancestral une gnome au ventre rond. Dans son tronc tapissé de mousse, mère Liam Masta respire lentement et écoute tout ce que la terre lui confie. On dit qu'elle est la gardienne du temps qui mûrit les choses invisibles. Celle qui veille sur toutes les graines que l'on plante en soi, les rêves, les deuils, les projets que l'on n'ose pas encore nommer. Le père roi, c'est le piquet de glaise, la stagnation. J'adore la tête des petites abeilles, là, fantastique. Au fond du potager, là où la terre devient glaise, épaisse et silencieuse, vit père roi. C'est un gnome que l'on aperçoit rarement. Il ne marche plus, il ne bouge presque pas. Ses jambes sont prises dans l'argile jusqu'aux genoux et chaque tentative de mouvement semble l'enfoncer un peu plus. Il n'a pas toujours été ainsi. Il rêvait, il bricolait autrefois. Mais un jour, après un échec, il a préféré s'arrêter. L'argile s'est formée doucement autour de lui. Au début, c'était rassurant, mais les autres gnomes ont cessé de le voir, non pas par méchanceté, mais parce qu'on oublie facilement ce qui ne bouge plus. Quand on lui demandait pourquoi il restait là, il répondait simplement « J'attends que quelque chose change ». Le père Azalius Dius. Donc ça, c'est un petit ange. C'est la plume céleste, l'ange gardien. Donc, parmi les petites goules, rares sont ceux qui savent d'où vient Père Azalius Dius. Il ne vient ni du ciel ni de la terre. On raconte qu'il est né entre deux battements de cœur, là où les âmes font escale avant de choisir un corps. Il n'a pas de peau comme les autres gnomes. Son torse est un miroir vivant où dansent les galaxies, les nébuleuses et les étoiles. En s'y regardant, on ne se voit pas comme on est, mais comme on pourrait devenir. Ses jambes effilées comme la pointe d'une plume d'encrier écrivent à chaque pas une prière invisible, un souffle de devenir. Il ne montre jamais la route, mais éclaire les boussoles intérieures. Le père Ocrasius Bou. Alors celui-là, il dort pas. C'est la déprime, c'est la quête d'espoir. Dans un coin sombre vit père Ocrasius Bou, un gnome que personne ne dérange. Il porte un vieil habit de prisonnier qu'il garde même en été. Pas par habitude, mais parce qu'il ne se sent jamais libre. Il parle peu, rit encore moins et avance lentement, toujours ralenti par le boulet rouillé qu'il traîne à son pied gauche. Il l'a depuis si longtemps qu'il ne se souvient plus comment il est arrivé là. Certains pensent que c'est quand il a arrêté de croire que les choses pouvaient s'arranger, les « à quoi bon » ont alors remplacé l'espoir. Il ne fait pas tic-tac, non. La bombe faite de souvenirs lourds, de fatigues anciennes, de mots coincés dans la gorge est là. Elle ne fait pas tic-tac, elle fait silence, et ce silence est assourdissant. Ce détonateur, il ne veut pas l'utiliser, il a juste besoin de savoir qu'il est là. Une façon de garder le contrôle et de s'assurer qu'il pourrait arrêter de tout porter d'un seul coup. Le père Aout. Donc là, la tête dans les étoiles, c'est la carte de l'ascension. L'ombre des tulipes et des rosiers. À l'ombre des tulipes et des rosiers vivait un gnome nommé Père Aout. Depuis qu'il est petit, il lève les yeux. Il observe le ciel comme d'autres regardent la terre. Contrairement à ses congénères, qui se contentent de veiller sur les plantations et de chasser les taupes, lui passe ses nuits à observer les étoiles scintillantes du ciel nocturne. Il connaît la danse des planètes, la forme des constellations, le nom des étoiles. On disait souvent de lui qu'il avait les pieds sur terre mais le cœur suspendu. Et il dit « Le rêve me donne des ailes bien avant de voler ».
Le père Bouboul Uvertis, donc là, Bubule, pardon, Uvertis. Donc c'est le savant philosophe et c'est le mental. Bubule est un gnome à l'esprit brillant et inépuisable. Il est le scientifique de la communauté, l'alchimiste, passionné par les chiffres, les formes, les combinaisons, les équilibres. Sa vie se déroule dans un enchevêtrement de cahiers de notes, de tableaux noirs couverts de formules et d'instruments bizarres qu'il a fabriqués lui-même. Il voit le monde comme une immense équation, un langage secret que seuls les esprits précis peuvent décrypter. Chez lui, tout est rangé, classé, noté. Il est 1, 2, 3. Voilà, j'en dirai pas plus. Certains me comprendront. Le père Onion Jack, donc c'est les larmes salvatrices, le soupçon. C'est un gnome discret. Il rôde, il ne vient jamais quand on l'appelle. Il ne se présente pas, il arrive toujours sans bruit. Il a une odeur piquante, un courant d'air frais, une petite brûlure dans les yeux. Il apparaît toujours là où les non-dits s'épaississent, où les regards se détournent, où le silence est trop propre pour être honnête. Il ne dit pas grand-chose, il se contente de passer, enveloppé dans son long manteau cousu de pelure d'oignon vieille et crissante. Les gnomes murmurent qu'il écorche l'âme sans la toucher. Le père Brultipas Witch. Ça me fait penser à Dallas Multipass dans le 5e élément. Bon, ça n'a rien à voir, mais bon. Donc, le père Brultipas Witch, c'est le brûle-temps, l'impatience. C'est un gnome que l'on ne peut pas toucher. Il est de feu, une flamme vivante, un tourbillon d'énergie pure qui ne tient jamais en place. Il ne marche pas, il bondit. Il ne parle pas, il jaillit. Il n'attend jamais, il brûle maintenant. Il ne supporte ni l'inertie, ni la stagnation. La routine l'ennuie, la procrastination l'agace. Il est là pour bousculer, pour allumer le feu sous les pieds de ceux qui hésitent encore. Il vit sur une vieille boîte d'allumettes usée, posée sur un rebord de pierre tiède, juste assez éloigné du potager pour ne pas tout enflammer. Il y garde quelques brindilles bien taillées, quelques copeaux, tout ce qui pourrait l'aider à repartir plus fort. Le père Orlas Lexius, l'artisan du troc-cœur, et c'est la négociation. C'est le gnome brocanteur du peuple des petites goules. Toujours en mouvement, il a transformé un petit coin du potager en une véritable caverne d'Ali Baba, remplie de bric-à-brac, de trésors trouvés et d'objets anciens. C'est le lieu incontournable pour tous ceux qui cherchent quelque chose de particulier ou simplement un peu d'aventure. La vitrine est toujours pleine, des lanternes sans lumière, des cloches sans battant, des boutons dépareillés, de vieux ustensiles. Rien n'a de prix, tout se négocie. Il possède un talent unique pour voir le potentiel caché dans chaque objet, que ce soit une vieille fourche, une boussole cassée ou même des morceaux de branches et des feuilles séchées. Le père Christix, le sommeil qui nourrit la fatigue. Christix est un gnome à l'esprit tranquille, un modèle de déconnexion totale. Il vit dans une vieille courge évidée, rembourrée de mousse et de duvet. Une pancarte est accrochée à l'entrée. Chut, il ne parle pas beaucoup. Et quand il le fait, c'est surtout pour dire « Je ferais bien une petite sieste ». Moi aussi, souvent, je ferais bien des petites siestes. Souvent, on le trouve allongé dans une petite grange en bois, niché confortablement dans une pile de foin moelleux. Le bras derrière la tête et un sourire de contentement sur les lèvres, c'est là qu'il prend ses fameuses siestes quotidiennes, des pauses indispensables pour sa tranquillité d'esprit. Il ne cultive rien, ne court nulle part et il dit souvent « Comme ça mes pieds savent que l'on ne va pas courir aujourd'hui ». Il n'organise pas les fêtes du potager, mais tout le monde veille sur lui car son sommeil est précieux. Le père Baba Mongo, c'est le veilleur de vœux. Donc c'est celui qui est aussi sur le livre. C'est le mot-clé des souhaits. Nul ne connaît l'âge de père Baba Mongo. Nul ne peut deviner l'ombre de son histoire. On murmure à voix basse dans les racines du potager qu'il ne serait pas né comme les autres. Non, il aurait été tracé par la plume d'une divinité. Duis, l'étoile errante, créatrice de sagesse et de mystère. C'est un druide, une mémoire vivante, un gardien des rites oubliés et des secrets enfouis.
Les constellations, il ne les regarde pas, il les lit comme un grimoire à ciel ouvert. Chaque pleine lune, il trace un cercle au sol avec de la cendre et des feuilles de gui. Il appelle les esprits anciens à travers des chants presque oubliés et devant un feu rituel, il entre en transe, danse et chante. Le père Mio. Le cœur aux pattes nues, la dévotion. Miou vit à l'orée du potager, dans le creux d'une souche. Là, il a creusé et modelé un refuge. À l'intérieur, on y trouve des nids suspendus tressés de mousse, des couvertures pour les hérissons malades, un vieux coussin pour les souris fatiguées et un feu minuscule qui ne chauffe que ce qu'il faut. Il ne cesse de dire, petit ou grand, poilu ou plumé, blessé ou fatigué, ici tout le monde est aimé, c'est sa devise. Tous disent du père Miou que sa taille est aussi petite que sa dévotion est grande. Une aile froissée, une chauve-souris tombée du toit, un escargot qui ne peut plus avancer, père Miou est toujours là. Chaque matin, bien avant que le potager ne s'éveille, il fait le tour des tanières, des nids et des terriers pour prendre des nouvelles sans les déranger. Le père Minyamba. Le prix de la prise, la dépense. Sur la rive nord de l'étang de Gou, dans le coin le plus humide, vit père Minyamba. Là où les poissons frétillent en permanence, créant un balai aquatique fascinant. Ici, la pêche est bien plus qu'une simple activité, c'est une monnaie d'échange essentielle pour le commerce du coin. Il excelle dans l'art de la pêche. Il pratique une pêche bien particulière, la pêche au pied d'or. Parce qu'il ne pêche pas avec les mains ni avec une canne, non, sa ligne est accrochée à son pied droit. Il pêche à l'aveugle, on va quand même se demander où elle va chercher tout ça, mais je trouve ça fantastique. Il pêche à l'aveugle, happé par le frisson de la prise, ce qu'il ramène n'est pas toujours ce qu'il croyait, qu'importe, à chaque mouvement, il jette, il mise, il investit, sans toujours savoir pourquoi. Le père Chicos Daos. Le poison sous le chapeau, l'hypocrisie. Il a poussé là où la lumière filtre à peine, entre deux racines tordues et un tapis de feuilles humides. À première vue, on le prendrait pour un champignon. Son chapeau rouge taché de blanc, son corps trapu, ses joues bien rondes. D'apparence inoffensive, il arbore un sourire malicieux, éclatant de promesses. Mais ceux qui s'approchent sentent bien que quelque chose cloche. Père Chicos, tout comme ses ancêtres, appartient à la lignée des champiglottes, une espèce de champignon au pouvoir pernicieux. Ces champignons n'ont rien de sympathique. Il parle avec douceur, félicite à tout va, flatte le poil et les pétales, mais derrière son dos, il tient une matraque à pic. Jamais pour frapper tout de suite, non, Père Chicos préfère attendre que l'on s'éloigne, confiant, et là, il lâche la piqûre. Ce qu'il déteste le plus, c'est l'insincérité. Le père Balitos Groma, la vérité au bout des grelots, les sornettes. Il vit entre les buissons de ronces et les pierres plates, là où le soleil cogne fort. Il a une voix chaude et traînante, presque sucrée. Il raconte des histoires longues et pleines de rebondissements, de promesses fabuleuses et de vérités presque vraies. Il charme tout ce qui rampe ou doute. Il ne ment pas vraiment. Il enjolive, il contourne, il brode la réalité jusqu'à la faire danser. J'ai l'impression un peu que c'est mon métier aussi parfois, de broder, de contourner, d'enjoliver. Je mens pas. C'est le spécialiste des sornettes. Moi, je ne suis pas une spécialiste des sornettes. Ce ne sont jamais de gros mensonges, non. Il y met juste ce qu'il faut de tournure et de mots mielleux pour faire croire, endormir les doutes, détourner les questions. Si un gnome lui demande est-ce que cette fleur est dangereuse, il répond « Elle est jolie comme un secret et douce comme une promesse », sans jamais dire oui ou non. Autour de lui s'enroule souvent un serpent, c'est Volubis. Elle glisse à ses côtés et hoche la tête à chaque mot, comme pour approuver les paroles de Père Balitos. Le Père Tourneboule. C'est l'imperfection, la douceur chiffonnée. Il y a tout au fond du potager, dans une clairière d'orties douces et de fougères timides, un gnome que l'on appelle Père Tourneboule.
Il change souvent de direction, d'avis, de forme, même comme si son être tout entier était fait de doutes et de tissus froissés. Son visage ressemble à une serviette, une toile pliée marquée de lignes anciennes. Certains disent qu'il a été cousu par les vents, d'autres qu'il est né d'une lame mal essuyée. Il porte sur sa bouche un pansement en croix, pas parce qu'il est blessé, mais parce qu'il a peur de dire quelque chose de trop, de travers, ou tout simplement de dire tout court. Il ne parle presque jamais, il essore ses émotions dans le silence. Chaque jour, il se glisse dans un grand chaudron d'eau tiède. Il se lave de ses maladresses, de ses pensées chiffonnées, de ses gestes trop brusques ou pas assez. Il en ressort froissé, mais apaisé. Le père Romos Alté. C'est le coup qui compte, la stratégie. Donc là, on a l'impression d'être sur un jeu d'échecs. C'est un maître stratège. Derrière son apparente tranquillité se cache un cœur calculé. Tout ce qu'il fait est pensé. Il marche comme on trace un plan. Il mange comme on prépare une bataille. Il rêve en schéma. Il aime prévoir, comprendre. Dans sa cabane, lui aussi, il a un peu une Zweidrei. Dans sa cabane construite sous une vieille souche, il a restauré un immense échiquier. Ce n'est pas un échiquier ordinaire et ses pions ne sont pas de simples objets. Chaque pion est une monture vivante. Des grenouilles perchées sur des socles pour les fous. Là. Des libellules pour les reines. Je trouve pas la reine. Des dragons pour les cavaliers. Père Romos leur parle, les nourrit, les entraîne. Il joue chaque partie comme une danse sacrée. Son jeu fantastique est son trésor. Il arpente le potager en quête d'adversaires avec une seule devise, gagne ou perd, mais joue pour de vrai. Le père Poput, la grande salutation, l'intoxication. Effectivement, quand on le voit, avec sa chauve-souris, son tablier tout sale, ses poils qui sortent de son manteau et puis ses mouches là qui sont sur son repas, ça donne pas vraiment envie. Sous un vieux pied de courge vit Père Poput, un gnome cuisinier. Reconnaissable entre mille grâce à son tablier taché de toutes les sauces imaginables et à son bâton de pèlerin, il n'est pas cuisinier comme les autres. Il est le cuisinier de la grande salutation. Un restaurant où seuls les gnomes téméraires, les âmes perdues qui n'ont plus rien à perdre, aussi aventurés, les plats ne ressemblent à rien de connu. Les soupes bulles à n'en plus finir. Les sauces fuient les assiettes comme si elles cherchaient à s'enfuir. Il y cuisine avec le cœur, mais jamais avec la recette. Car il ne mitonne pas de jolis plats pour le palais, il mitonne pour l'épreuve, pour se souvenir que tout ce qui semble nourrir peut parfois empoisonner. Sa devise, c'est « ce n'est pas parce que c'est dans ton assiette que ça doit finir dans ton cœur ». Une chauve-souris nommée Pépine tourbillonne au-dessus de lui, poussant parfois de petits cris comme un ange noir du jugement gastronomique. Au menu, vous trouverez des soupes de silence fermentées, des grignotines de faux rire, des ragoûts de trop quand on n'a pas su dire stop, ou le filet de faux choix à la sauce résignation. Le père Artemus Ardis, le parchemin vivant, l'enseignement. C'est le sage du potager, le gardien des lettres et des récits oubliés. Avec sa coiffe en forme de parchemin, là, il porte en lui la mémoire du monde des gnomes. Chaque ride sur son visage est une phrase écrite par le temps. Chaque mot qu'il prononce est une graine plantée dans l'esprit de ceux qui l'écoutent. On raconte qu'avant d'être un gnome, il était un mot si ancien que plus personne ne se souvenait de sa signification, mais au lieu de disparaître, il s'est transformé en une petite goule. Le père Belter. Oh! Où est-ce que j'ai mon père Belter? J'ai loupé une page. Ah ben je les ai... Ah ben j'ai pas la... Ah! Voilà, il y avait une carte entre les deux qui avait été retournée. Donc on a le père Piu-Piut, le brodeur de renaissance qui signifie la blessure. Piu-Piut est un gnome aux mains habiles et au cœur immense. On le trouve au détour d'un silence trop lourd dans un coin d'œil humide. Il porte un corps de poupée vaudou, tout rapiécé, tout rafistolé.
Sur lui, rien n'est parfait, mais tout a été assez aimé pour être réparé. Dans sa besace, des aiguilles d'argent, des fils de lune, des baumes faits de souvenirs apaisés et des boutons de seconde chance. C'est un gnome très précieux. Il est maître dans l'art de raccommoder les cœurs et les corps. Lorsqu'il s'approche d'un blessé, qu'il soit gnome ou animal, il ne se demande pas qu'est-ce qui ne va pas. Il demande est-ce que tu veux que ça continue de te faire mal. Son art ne commence pas par un point de couture, mais par un fil qu'il tire doucement, celui d'un chagrin trop serré, d'une peur emmêlée, d'un souvenir trop tendu sous la peau. Le père Belter. Donc, la paix qui bourgeonne, l'harmonie. Il existe un gnome que l'on ne dérange qu'avec respect. On dit de lui que même la lune incline sa courbe lorsqu'il passe. Il n'est pas seulement un gnome, c'est l'équilibre en personne. Il est le juste rythme du monde. Celui qui unit la danse du printemps avec la discipline de l'hiver, celui qui offre sans excès et qui retient sans dureté. Son corps n'est pas fait comme celui des autres gnomes. C'est un petit jardin à lui seul. Sur sa tête pousse une herbe verte et douce, toujours fraîche, même en plein été. Des fleurs sauvages y ouvrent leurs pétales selon son humeur. Des coquelicots quand il rêve, des marguerites quand il rit, de jolies campanules quand il se tait. Son odeur est celle de la terre après la pluie et la menthe écrasée sous ses pieds. Mais ce sont ses yeux que l'on n'oublie pas, ce sont 2 champignons non comestibles, nacrés, doux mais fermes. Il voit la beauté même dans les cailloux fatigués, il est là pour rappeler que la nature est merveille et loi, elle guérit mais elle régule, elle donne mais elle impose. Ensuite, on passe au père Charlocoum, donc comme Sherlock Holmes. Lui, c'est le promeneur d'indices, l'énigme. Dans le potager, il y a un gnome que l'on aperçoit rarement de face. On le voit souvent penché, le nez dans un trèfle, l'œil collé à une lentille, chuchotant une brindille ou interrogeant la trace d'une limace. Ce gnome est là, c'est père Charlocoum. On l'appelle aussi l'œil du potager, car rien ne lui échappe. Il a une passion dévorante pour les mystères. Il est le détective officiel du vivant. Il est curieux, il comprend, relie, révèle ce qui se cache sous les apparences. Une tomate qui ne rougit pas, un brin d'herbe qui pousse à l'envers, un gnome qui perd la mémoire, une coccinelle qui parle en morse. Père Charlot enquête. Il sort alors de sa collection, la loupe adaptée à l'affaire. Il ne cherche pas des coupables, il cherche la vérité cachée dans les détails, le message derrière l'événement, la poésie derrière l'étrangeté. Il a résolu plus d'une affaire, tout le potager se souvient encore de celle du concombre volé par le vent. Et après, vous verrez l'histoire du concombre volé par le vent dans le livret. La mère Badaboum. L'écho des jours tendres, la nostalgie. Là où la lumière passe toujours à travers un filtre doré, vit un gnome dont le cœur ne bat jamais tout à fait au présent. Elle s'appelle Mère Badaboum. Elle arrive toujours avec un parfum de fleurs, car elle porte sur la tête une couronne de fleurs tressées, certaines fraîches, d'autres séchées depuis des lunes. Ce n'est pas pour faire joli, mais pour honorer le souvenir d'un monde où elle chantait dans les champs, où les cœurs battaient en guitare et les bisous sentaient le patchouli. Elle dit que chaque fleur correspond à un moment. Elle ne sait jamais totalement où elle en est dans le temps. Même si son cœur vit aujourd'hui, son âme danse encore quelque part entre les années fleurs. Sur son nez, 2 grandes lunettes, dont les verres sont barrés comme une cage. Elle dit qu'ainsi ses souvenirs restent à leur place, et qu'elle évite de voir trop le présent, car il va trop vite à son goût. Le père Silantalu Takazuzu. L'instant de passage, la transition. Dans les recoins brumeux, là où les racines trempent dans l'eau et les nénuphars parlent par bulles, vit un être que l'on ne peut nommer qu'en chuchotant. Le père Silantalu Takazuzu est un être de passage. Son corps est étrange et magnifique à la fois. D'un côté, un homme poisson, silencieux, plein de profondeur, et de l'autre, non, l'homme poisson c'est lui, la femme sirène, chanteuse de courant et rêveuse d'écume. Les deux coexistent, respirent ensemble, nagent dans le même mouvement, sans jamais chercher à devenir l'un et l'autre. Ils habitent dans une grotte mi-submergée, mi-aérienne, qu'il appelle simplement le passage.
Il est l'esprit de la transition. Il est celui qu'on voit apparaître quand on ne sait plus très bien qui on est. Le père Douk. C'est la rébellion. Et là, il y a une faute d'orthographe sur le... Pas en anglais, mais en français. Où les mauvaises herbes rient plus fort que les orties, vit un gnome qu'on ne commande pas, un gnome qu'on ne calme pas, Père Douk. Cette petite goule est le meneur des rangées indomptables, celle où les tomates poussent en lianes folles, où les haricots ne suivent aucun tuteur, où les salades s'enroulent entre elles comme des secrets partagés. Il est le guide comme un pirate, une torche à la main en criant « On ne pousse pas droit, on pousse vivant ». Il réveille les terres stériles, souffle des idées neuves dans les sillons trop droits. Sur sa casquette de capitaine trône un grand chiffre 3. On ne sait pas s'il désigne la 3e chance, le refus de la faim ou les 3 renaissances du même feu, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas là par hasard. Il vit dans un vieux tonneau renversé, recouvert d'écorces brûlées et de mots gravés à l'ongle. Tout en lui sent le charbon, la rage fertile et le rire incandescent. La mère Léocadius. Le caddie des habitudes. Donc, elle représente l'habitude. Sous l'ombre tranquille d'un vieux poirier torsadé, vit mère Léocadius, la doyenne respectée des petites goules. Dans son cabanon de pierre et de mousse, elle vit dans le confort rassurant de ses habitudes établies, comme on se glisse dans un fauteuil usé. Chaque jour, vêtue de ses robes cousues de feuilles repassées, elle trace le même chemin, à la même heure, avec la même application. Toujours tirée à 4 épingles, toujours parfumée à la rosée du matin, elle traîne derrière elle son fidèle caddie de vannerie, cliquetant doucement sur des pierres du sentier du potager. Sa journée est divisée avec rigueur comme les mailles d'un tricot serré. À l'aube, elle ouvre ses volets d'un geste précis, toujours dans le même ordre, nord, est, sud, ouest. Elle se rend au marché. Sur le chemin, elle cueille 3 feuilles de menthe, 3 pétales de capucine et 3 graines de tournesol, toujours dans ce même ordre précis. À midi pile, elle rentre chez elle, savoure un plat simple et après le repas vient son moment préféré où elle s'installe dans son fauteuil à bascule près du feu. Le père Pumbo. C'est l'épreuve silencieuse et l'obstacle. Quand la nuit étend son manteau d'encre sur le potager, un étrange rituel se répète en silence. Père Pumbo, telle une ombre invisible, tire de sa cachette un costume qu'il a façonné lui-même, fait de vieux vêtements rapiécés, de bouts de ficelle usés et de lambeaux de tissu battus par le vent. Au sommet de sa tête, il ajuste une citrouille sculptée dont les yeux étroits laissent entrevoir une lueur discrète, celle de son regard vigilant. Accompagné de son corbeau, prénommé Nocturne, il s'avance vers la vieille barrière du pré. Là, il se poste immobile, le corps figé mais l'âme éveillée. Dans le silence de la nuit, il devient l'obstacle dressé sur le chemin des hésitants, le gardien des passages difficiles. Il n'effraie pas, il teste. Il interroge. Es-tu prêt à avancer malgré ta peur, à défier l'inconnu, même déguisé en monstre de paille? Le père Tamario Kucha. La communication, les voix infusées. Au bout du vieux chemin moussu, derrière un rideau de lierre, se dresse un lieu que peu de goules osent approcher, le manoir des murmures. Ses fenêtres respirent de vieux soupirs, ses poutres grincent de paroles oubliées. En son cœur vit père Tamario Kucha, le faiseur de paroles, le gardien de la communication profonde. Chaque jour, dans la grande salle aux 1000 échos, il prépare son trésor, le thé qui fait parler, une recette qui se transmet de génération en génération. Il cueille des feuilles, des herbes invisibles à l'œil ordinaire dans le jardin secret du manoir, des menthes murmurantes, des fleurs de confidence, des racines de vérité. Il fait frémir l'eau à peine, jusqu'au premier frémissement, pas plus, car l'impatience éteint les vérités fragiles. Le père Petitjou. La ronde des le père Petitjou. Halte là, c'est l'arrêt. Dans le grand tilleul, perché entre les plus hautes branches, se trouve un lieu secret, la clairière suspendue. C'est là, dans une maison tissée entre les feuilles et les vents, que vit père Petitjou. Il a reçu en don la maîtrise du souffle des tailles. À sa naissance, la brise ancienne l'a effleuré,
lui conférant ce pouvoir rare, la faculté de changer de taille à volonté. Petit, il est semblable à une graine, il se glisse entre les racines, dans les crevasses et surprend les secrets. Grand, il devient aussi haut qu'un peuplier et voit bien au-delà du potager et ressent les hésitations vibrer dans l'air. Il est le gardien de l'arrêt, il ne quitte jamais son amulette d'olivier offerte par père Baba Mongo. Ce talisman magique est un outil précieux. Depuis son cocon naturel fait de mousse douce, le fil d'araignée dorée et de pétales séchés, il observe, car depuis cette hauteur, il peut sentir les vibrations du monde. Son nid est un poste d'observation unique où il voit les carrefours invisibles et où les choix se présentent. Le père Magour, la ronde des lauriers, la victoire. Magour est l'incarnation même de l'énergie festive. Vêtu de ses habits de fête brodés de fil d'or et de ses bottes vernies, il illumine les potagers. Il est celui qui annonce les réussites, les aboutissements et les moments de célébration. Lorsqu'on le croise, c'est le signe qu'un projet, une quête ou un rêve touche à son apogée. Chaque fois qu'un succès est annoncé, qu'il soit petit ou grand, une ou plusieurs lanternes s'allument d'elles-mêmes, illuminant le feuillage d'une lumière vivante et chaleureuse. Il n'est pas seulement le gardien des victoires, il est aussi le grand célébrant des efforts déployés pour y parvenir. Mocassier, le balai ensorcelé, boomerang. Cassier, la petite chatte noire, règne sur l'îlot aux souris. Elle n'a peur de rien. Donc là, c'est plus un père ni une mère, c'est un animal. Et il me semble que Mo, je vais vérifier dans le livret, mais il me semble que Mo, ce sont les animaux. Et à ce moment-là, eh bien, il y a Newton qui fait un petit bruit, il en a marre. Il me semblait que Mo... Non, alors Mo avec 2 O, c'est la lune. Et Mo, oui, animal de compagnie. Donc, c'est la petite chatte noire qui règne sur l'îlot aux souris. Elle n'a peur de rien sauf d'une chose, l'ennui. Elle rêve d'aventure, d'exploration et surtout de quitter son îlot pour atteindre la grande mare aux poissons. Un jour, au détour d'un buisson de menthe sauvage, elle a découvert un balai ensorcelé, tout tordu, rapiécé, mais brillant doucement sous la rosée du matin. Sans hésiter, elle a sauté dessus. Il vibra sous ses pattes. À califourchon sur son étrange destrier, Cassier s'envola au-dessus du potager. Les tomates, les tournesols, les potirons, tout défilait en dessous d'elle. Elle riait de bonheur. Mais à chaque fois qu'elle croyait atteindre la mare, le balai tournait doucement et la ramenait à son point de départ. Pourquoi, pensa-t-elle? Et le vent doux complice glissa à ses oreilles. Parce que tu n'es pas prête à partir, l'aventure ne doit pas être une fuite mais une offrande. Il faut partir avec un amour et non par impatience. La mère Berlingotte. L'âme de la tradition. Parmi les sentiers fleuris, là où les herbes chuchotent. Je remets bien pour que vous voyez la carte. Là où les herbes chuchotent des secrets anciens, vit une petite gnome à la chevelure flamboyante. Sur sa tête, elle porte une haute coiffe de bigouden, mais pas une coiffe ordinaire. Sa coiffe est tissée de parchemins anciens. À chacun de ses mouvements, on peut entendre un léger froissement d'histoire, de prières et de secrets murmurés par ses ancêtres. Mère Berlingotte est l'âme des traditions vivantes, la gardienne du fil sacré qui relie hier, aujourd'hui et demain. Elle chante des berceuses, des semeuses, bénit les graines à l'automne. Elle célèbre chaque changement de saison, chaque naissance. Elle organise la danse des rubans, une grande cérémonie où tout le monde tisse ensemble une immense tresse de fils colorés autour du vieux pommier central. Pour elle, la féminité est un art vivant, une force douce et puissante à la fois. Le père Champaignol. À travers donc le tisseur de mélodies, le folklore. Alors, d'après ce qu'elle nous expliquait, c'est que vous avez l'homme et la femme dans le jeu. Eh bien, c'est la mère Berlingotte et le père Champaignol qui sont en couple. À travers des sentiers moussus, là où les herbes dansent avec les étoiles,
et où les anciens secrets murmurent entre les racines, vit un gnome à la voix claire et au sourire indomptable. Dans la communauté, Père Champagnol est une légende vivante. Gardien du folklore, il est le dernier troubadour, celui qui veille sur les chansons anciennes, les ballades murmurées par les graines, les récits tissés dans l'écorce des vieux arbres. Il possède une grâce et une aisance qui attirent tous les regards. Père Champagnol aime la tradition comme on aime la lumière d'un foyer, avec fidélité et douceur. La mère Mamouchka. Entre deux mondes, le déplacement. Dans un recoin oublié du monde des humains, dissimulé derrière une vieille barrière grinçante et des haies de ronces entremêlées, s'étend un potager ancien, vibrant d'une magie discrète. Au centre de ce lieu, hors du temps, vit Mère Mamouchka. Aux yeux des humains, c'est une vieille dame au rire clair et au regard vif. On la croit un peu fantasque, elle parle aux corbeaux, chante aux légumes, danse pieds nus sous la pluie, mais personne ne soupçonne qu'elle est bien plus que cela. C'est la maîtresse du potager, l'âme vivante de ce morceau de terre enchanté. Sous ses doigts, les graines poussent avec gratitude, les vents murmurent des chants oubliés. La fille au grenier. L'origine de la magie, l'enfant intérieur. Quand elle était toute petite, Mamouchka n'était pas encore la sage grand-mère que l'on connaît. Donc, cette Mamouchka-là. Elle était une enfant rêveuse, rousse comme une flamme d'automne, avec de grands yeux pétillants d'impatience et d'histoire. Son lieu préféré était le vieux grenier poussiéreux de la maison. Sous les poutres craquantes et les fenêtres couvertes de buée, elle passait des heures assise au bord de la grande lucarne ronde, son doudou Nicolas blotti contre elle. Chaque après-midi, elle fouillait des piles de livres abandonnés, espérant y trouver un trésor caché. Et un jour, alors que la pluie tambourinait sur la vitre, elle tira d'une malle grinçante un livre étrange, un grimoire. Il n'était pas comme les autres livres. Le cuir qui l'enveloppait semblait vivant, craquelé comme l'écorce d'un arbre millénaire. Sous sa paume, Mamouchka sentait un léger frémissement, presque un battement, comme si le livre respirait doucement. La couverture était ornée de symboles anciens gravés sous la main, des spirales, des étoiles, des graines prêtes à éclore. Sur la tranche, un mot effacé par le temps semblait luire doucement, les petites goules. Campus Opus. Donc là, on est... donc c'est plus des personnages, je crois que c'est des lieux. Donc le serment du potager, la fraternité. Tout le potager connaît Sam Sam et Léona, les deux cousines inséparables comme deux graines nées dans les mêmes sillons. Elles passent leur journée à courir entre les rangées de légumes, à grimper dans les pommiers musiciens ou à se cacher dans les hautes herbes. Mais ce matin-là, un nuage s'était glissé dans leur ciel d'habitude si clair. Sous la lumière douce du potager, un petit cri d'alarme a fondu l'air. « Mon doudou, il a disparu. Nicolas a disparu. » Sam Sam, les joues gonflées d'angoisse, tournait en rond sous les grandes feuilles de potiron. Son doudou avait mystérieusement disparu. Et pour la suite, vous pourrez lire dans le livret. L'atelier, le sanctuaire du savoir-faire. Dans le monde caché des petites goules, il existe un gnome discret qu'on appelle simplement le gnome sans nom. Non parce qu'il aurait oublié le sien, mais parce qu'il a choisi de laisser parler son art à sa place. Chaque jour, dans son atelier creusé au creux d'un vieux chêne crevassé, il façonne le bois avec une patience infinie. Son monde est fait d'assiettes en écorce dorée, de pots sculptés dans un frêne chantant, de porte-clés délicats taillés dans le cœur des noisetiers. À chaque essence, il sait trouver sa voie. La babouchka, donc il y a une babouchka qui est à chaque fois livrée avec, vous pouvez les acheter à part, mais il y en a une qui est livrée avec le coffret du jeu. Donc la babouchka, c'est l'esprit du bois, l'éveil. Au cœur des racines profondes du monde des petites goules, il existe un savoir si ancien qu'aucun mot ne pourrait en mesurer l'âge, un savoir murmuré de génération en génération, le secret des babouchkas. Ce savoir vit dans les mains d'un être discret, humble et patient, le gnome sans nom. Dans son atelier, il perpétue sans relâche cet art sacré. Et je pense que le gnome sans nom fait référence à son époux, à l'époux de Christelle, parce que c'est lui qui crée ces jolis petits objets en bois. Et donc là, elle vous donne le rituel à faire quand on réveille les petites goules avec la babouchka.
La serre d'hiver, le berceau des renaissances, l'amour caché, là où le givre ourle les feuilles et où la lumière d'hiver semble suspendue dans le temps, se dresse la serre. Cette grande bulle de verre et de bois moussu est l'axe central de l'hiver, le point chaud dans le froid, le poumon du potager quand tout semble figé. À l'intérieur, l'air est tiède et parfumé. L'humidité y danse en gouttelettes le long des vitres et les rayons pâles du soleil filtrent à travers les feuilles endormies. Là, tout repose, tout s'apprête, sous la terre brune et moelleuse, des centaines de graines sommeillent. Le hammam. Un bain de vérité, les discussions privées. Ici, la vapeur lave les peaux et délace les vérités, telle est la devise du hammam. Au sud du potager, dissimulé derrière une haie de sauge et un rideau de vapeur permanente, se trouve ce lieu aussi secret que fréquenté. C'est ici que les petites goules viennent se délester du poids du monde. Construit en pierre chaude, en argile rouge et en bois de sureau, le hammam respire la chaleur ancienne. En son centre, un vaste chaudron noir trône, c'est lui le cœur du lieu. À l'intérieur, une décoction secrète mijote sans cesse, un mélange de menthe, de larmes, de thym, d'écorce d'aulne. Ce breuvage bouillonne lentement et quand la vapeur s'élève, elle emplit la salle ronde d'un brouillard dense, chaud et chargé de vérité. Celui qui veille sur ce lieu n'est autre que Père Tourneboule. Ensuite, vous avez les éléments. Donc, alors faire, ça veut dire... Je regarde dans les explications des petites goules. Ouais, je ne trouve pas. Ah si, faire, c'est le frère. Donc, ce sont les frères des éléments. Alors, donc c'est un paragraphe à part, la magie des éléments. Donc, on a faire, air, le souffle du discernement, la raison. Air était le plus insaisissable des 4 frères. Il était observateur, il pouvait paraître froid et distant. Sa sagesse ne se transmettait pas en discours, mais en révélations soudaines, comme un vent qui balaye le brouillard intérieur. Il aime l'ordre délicat des idées bien rangées, les raisonnements et les vérités. À l'aube du monde, tout était muet, et c'est faire qui apporta la capacité de nommer, de juger, de choisir. Ensuite, il y a faire feu. Donc, il y a à chaque fois des rituels que vous pouvez faire avec chacun des éléments. Faire feu, c'est l'étincelle, l'ambition. C'est le plus flamboyant et passionné des 4 frères. Il ne supporte pas l'inaction et l'indifférence, il est bruyant. Il est connu pour sa fougue, sa passion brute. Il rit à gorge déployée, parle fort. Il est la force qui galvanise ou qui effraie, mais que nul ne peut ignorer. On dit de lui que là où ses frères sont dans la retenue, il inspire l'action, exige de faire un choix, il provoque, il poursuit, il porte en lui une étincelle qui donne la vie. Faire eau, la coupe du cœur, l'émotion. Eau est changeant mais profond. Il peut être aussi doux qu'une pluie de printemps ou aussi impitoyable qu'un torrent. On dit de lui qu'il ne retient rien, il est empathique. Il porte en lui la mémoire de tout ce qui est liquide, de tout ce qui passe, mais qui laisse une trace. À l'aube du monde, l'eau ne savait plus où aller. Faire eau choisit de devenir l'eau qui reste. Il dit simplement, pour ne pas se noyer, il faut une eau qui accueille. Je serai cette eau. Et le faire terra, le semeur silencieux, la ressource. Terra est le plus inébranlable des 4 frères. Il est calme, lent et aime regarder les choses croître avec patience. On dit qu'il croit au travail lent et à la récolte après l'effort. Il porte en lui le savoir des pierres précieuses cachées sous les montagnes, la promesse des moissons patiemment travaillées, l'intelligence des cycles naturels. À l'aube du monde, il dit simplement « Pour que l'on s'élève, il faut un sol, je serai ce sol ». Et on finit avec une famille, donc qui n'a pas de numéro. C'est la Tigratitios Dai. Et en fait, elle n'est pas dans le livret. Et elle indique gratitude avec tout notre amour et merci. Donc c'est une carte de remerciement. Et voilà, je trouve ça super sympa. C'est vraiment un oracle. Enfin, je suis fan de toutes ces représentations et je suis vraiment pas déçue de
de l'avoir acheté. Donc maintenant, on va voir si comment il répond à mes petits tirages du jour. Et je vais vous proposer un tirage avec qui est proposé par Christelle. Je vais mélanger le jeu et on va faire ça. Voilà, le jeu est prêt. Donc, elle nous propose plusieurs tirages. Donc, il y a la lueur du lien sur ce que l'oracle peut m'apporter, le balai de Cassier sur les illusions et les boucles répétitives, les 3 lanternes de Véourde sur la vision, l'intuition et la destinée, sous le cognacier pour choisir une direction, le chaudron de tourneboule pour transformer une difficulté, le vol de l'aigle d'air pour prendre de la hauteur, retrouver sa clarté mentale, la fille au grenier pour retrouver son rêve d'enfant, sa vérité oubliée, la clé de Mamouchka pour trouver une solution, une guidance, et pour, dans le potager des petites goules pour la croissance personnelle et la récolte. Alors, moi je vais opter pour... alors à chaque fois elle nous explique pourquoi c'est préconisé. Et donc je vais opter pour la clé de Mamouchka. Trouver une solution cachée, une guidance secrète. Il faut utiliser ce tirage quand on a l'impression qu'une réponse nous échappe ou qu'on tourne en rond. Et la clé révèle ce que notre cœur connaît déjà. Donc, vous allez penser à une situation dans laquelle vous estimez que vous tournez en rond et on va voir ce que l'oracle nous dit. Donc, on tape l'oracle. Je frappe au seuil du mystère que les réponses m'accueillent et on va tirer 3 cartes. Voilà. Alors, la première carte dans ce qui vous échappe, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est le père contrevent, c'est l'épuisement. Il est parfois nécessaire de citer ce que l'on porte trop lourdement pour enfin trouver la légèreté du vent. Donc, elle vous explique, je ne vais pas reprendre les définitions, par contre, le message divinatoire, les vents te poussent dans une direction, mais la véritable force réside dans ta capacité à choisir le moment de t'arrêter. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est que dans une situation, vous avancez droit devant, cette situation vous épuise, mais vous ne voyez pas qu'elle vous épuise, et que vous avez toujours l'impression de devoir aller dans cette direction, et que vous ne pouvez pas vous arrêter, parce que c'est comme ça, parce que en fait, ça vous épuise, mais vous ne voyez pas que cette situation vous épuise. La deuxième carte, c'est ce que la clé ouvre. Donc là, c'est Fera, donc la ressource. Et le message divinatoire, c'est... alors, il n'y a pas de message divinatoire dans les frères. On vous dit juste que il y a des offrandes, il y a des récoltes, des graines pour demander guidance et enracinement, des coquilles de noisettes pleines pour protéger un projet précieux encore petit, une graine de courge pour développer une activité. Donc Terra n'est pas seulement la terre, il est ce qu'elle offre. Il est le gardien des ressources, ce qui nourrit, soutient et sécurise. Il enseigne que la vraie richesse est lente, patiente et vient de ce qui dure. Donc, on vous dit que ce qui va vous aider, ce que la clé ouvre, eh bien, c'est la patience. C'est le fait de continuer à faire ce que vous faites, de ne pas vous épuiser, de ne pas trop en faire, juste de continuer lentement ce que vous faites. Et le premier pas à faire, donc c'est Père Piu-Piut. Et le message divinatoire de Père Piu-Piut, c'est « Ne rejette pas ta blessure, ne cherche pas à l'effacer, elle est là pour être écoutée, apprivoisée puis transformée.
Ne cherche pas à colmater trop vite ce qui appelle à être entendu. Ta blessure n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'autre chose. Donc clairement, dans une situation dans laquelle on voit que quelque chose nous échappe, eh bien, ce qui nous échappe, c'est qu'on s'épuise dans cette situation. Ce qu'on nous conseille, c'est de de faire les choses avec patience. Et la première chose à faire, c'est de ne pas rejeter cette blessure, peut-être de se rendre compte de l'épuisement dans laquelle nous met une situation et de pouvoir l'affronter. Voilà comment je comprends cet oracle. En ce qui me concerne, je l'utiliserai peut-être avec les tirages qui sont proposés, mais principalement en carte du jour pour avoir un conseil pour la journée. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue et je vous dis à bientôt.